Avant de passer aux questions, je veux juste souligner que tu as mentionné des figures qui sont présentes dans l'état des lieux sur les protéines que le Fonds français a publié il y a déjà quelques mois, que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Bernard Guigrand ici présent. Et je renvoie toutes les personnes présentes, que ce soit en distanciel ou en présentiel, à cet état des lieux assez complet sur la question des protéines animales et des protéines végétales. Alors, avant de passer aux questions, je prendrai peut-être déjà quelques questions dans la salle, j'en ai reçu sur la tablette. Une question peut-être pour tous les deux qui m'est arrivée aussi sur la tablette, que j'avais en tête. Vous avez mentionné tous les deux la fermentation. Vous pouvez aller un peu plus loin là-dessus. C'est quoi? Pour faire quoi? Quel type de produit? Quel bénéfice? Parce qu'on a bien vu, notamment avec la présentation de Catherine, que cette affaire était multifactorielle. Je pense que Didier, tu l'as souligné aussi. Est-ce que la fermentation a vraiment un avenir? J'aurais peut-être des compléments à apporter par rapport au PIA4 qui est en train de se déployer. Mais c'est quoi votre vision par rapport à ça? Alors peut-être Didier pendant que tu as le micro, et puis après je vais essayer de désinfecter mon micro pour le passer à Catherine. En termes de produits végétaux fermentés, il y en a déjà quand même pas mal qui existent. Donc c'est un procédé qui a fait ses preuves même sur les produits végétaux. C'est pas que dans les produits animaux, il n'y a pas que les fromages. Et donc l'intérêt, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est au moins sur ce qui est la partie. Bon là, moi j'ai parlé de nutrition protéique, donc sur la partie nutrition protéique, effectivement, les ferments vont permettre de diminuer les teneurs en facteurs antinutritionnels et ils vont les consommer et puis ils vont aussi commencer à prédigérer les aliments, donc ça c'est aussi un point positif. Et puis le deuxième point positif pour la santé, c'est d'une manière générale aussi, c'est en fait ces ferments peuvent apporter eux-mêmes au cours de la fermentation, donc produire des composés qui sont intéressants nutritionnellement et qui sont intéressants pour la santé, voir s'ils demeurent présents de façon qui sont encore en vie lorsqu'on consomme les aliments, ils peuvent avoir des effets de pré ou de probiotiques. Pardon. Oui, merci. Oui, donc quand on parle de fermentation, aujourd'hui, on est bien d'accord, on parle de fermentation lactique et pas de fermentation alcoolique. Donc, en termes de fermentation lactique, il y a de nombreux produits végétaux fermentés qui sont traditionnels, qu'on va trouver dans toutes les cultures, y compris la nôtre, avec cet intérêt de l'apport de nutriments par les bactéries. Ce que l'on voit se développer, c'est aussi des produits avec des fermentations avec des champignons, comme par exemple le tempeh, qui est un produit plutôt indonésien. Et là, on a vraiment un intérêt en termes aussi protéiques. Et puis, dans les recherches en cours, outre des alternatives pour les produits végétaux, on a une vraie recherche en fait sur quelles bactéries on va mettre. On sait que l'aspect aromatique, qui souvent est limitant en termes de consommation, on sait que cet aspect aromatique, on peut le maîtriser en choisissant bien les souches de ferments. Et là, c'est quelque chose où les collections qui existent à INRAE, notamment, sont particulièrement intéressantes. Par exemple, quand on veut faire des analogues de fromage ou des analogues de produits laitiers en utilisant des bactéries lactiques, un bon choix des souches est quelque chose d'important à mettre en œuvre. Merci Catherine. Et bon, il ne vous aura pas échappé que dans le cadre du PIA4, il y a eu un dossier de presse qui a été publié, alors de mémoire le 5 novembre, avec l'annonce d'un grand défi autour de Ferments du futur, qui aura entre autres pour objectif de développer ce que Didier et Catherine viennent d'évoquer. Alors on va prendre quelques questions dans la salle. J'ai vu 2 mains se lever, donc peut-être Madame au fond d'abord. Après je reviendrai aux questions qui sont arrivées par les gens qui sont à distance, et vous pouvez évidemment continuer à distance à envoyer des questions. Donc Madame au fond, si vous pouvez vous présenter en 2 mots, ça permettra à tout l'auditoire de savoir qui vous êtes. Merci. Bonjour, Danielle Duré, je suis nutritionniste et sociologue de l'alimentation. Alors j'avais 2 questions, une pour Madame, assez rapide.
Dans votre présentation, vous avez parlé de l'eau des boîtes de conserve dans laquelle effectivement souvent qui comportait une quantité des micronutriments de l'aliment. Et vous avez dit que cette eau, on ne la consomme pas. Mais est-ce qu'il y a possibilité de conseiller aux personnes, quand elles mangent chez elles, de consommer cette eau, ne serait-ce par exemple pour faire une sauce, ou est-ce qu'il y a un risque quelconque? Voilà. Deuxième question à monsieur. Je voudrais faire une remarque sur le premier tableau que vous avez présenté sur les teneurs en protéines des différents aliments. Alors, ce tableau que vous avez présenté, c'est le tableau qu'on retrouve partout. Donc, ma remarque s'adresserait à l'ensemble de la recherche en nutrition. C'est un tableau qui comporte une erreur, d'abord scientifique, parce que quand on présente, on compare la teneur en protéines, par exemple, des produits animaux, viande, les œufs, qui est réellement la teneur dans l'assiette, avec la teneur des légumes secs, mais secs. Et on se dit en première intention, finalement, dans les lentilles, dans le soja, il y a beaucoup de protéines, ça peut remplacer la viande. Alors, c'est inexact parce qu'il faudrait comparer les teneurs dans l'assiette. Donc, mettre les teneurs d'un plat de lentilles, non pas crues, mais cuites. Et là, on a 3-5% de protéines, pas plus, c'est quand même... Donc, ça remet les choses en place. Mais c'est surtout une erreur dramatique. Moi, je le vois parce que je travaille avec le grand public, et notamment les jeunes. Beaucoup de gens font des recherches, bien sûr, sur Internet, voient ce genre de tableau et se disent, finalement, un plat de lentilles, il y a à peu près la même teneur qu'un plat de viande, puisque je vois que dans mon tableau, les lentilles sèches, crues, ont telle teneur en protéines. Et comme ils ne sont pas scientifiques, ils ne pensent pas à la différence. Et parfois, on retrouve aussi, c'est pas parfois, on retrouve aussi ce genre de tableau sur les sites végétariens, végétaliens, véganes. Alors là, un peu peut-être par militantisme, où on montre aussi cette comparaison des protéines. Et on dit, voyez, le soja est très riche en protéines. Mais non, une fois qu'il est dans l'assiette cuit, il a pris 3 fois son poids avec l'eau et il est beaucoup moins riche en protéines. Donc c'est pratiquement un appel que je lance à toutes les professions de la nutrition, vraiment présenter les teneurs comparables dans l'assiette une fois que les céréales et légumes secs sont cuits, c'est-à-dire beaucoup moins riches en protéines. Alors, je vais commencer. Donc, votre question, c'était sur l'utilisation du jus de couverture. Ça s'appelle comme ça en pratique. C'est salé. Voilà. Donc, concentrer le jus de couverture, c'est concentrer le sel. Vous avez des produits dans lesquels il n'y a pas de jus de couverture, ou le jus de couverture est différent. Par exemple, les tomates en boîte, il n'y a pas de jus de couverture, c'est du jus de tomate. Ou les légumes, les fruits, souvent on est maintenant sur du sirop léger ou du jus de fruits. Donc ça, c'est différent. Mais dans les légumes en conserve à pertisé classique, c'est un jus salé. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Alors, le fameux tableau, il n'est pas faux. Il faut regarder, c'est en grammes pour 100 grammes de matière sèche. C'est pas la part qui est dans l'assiette. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, qu'après, je vous ai mis la comparaison. Et... Ils trouvent ça sur Internet. Ah ouais, oui, mais ça... Après, c'est facile. Dans d'autres articles, on a fait la comparaison, effectivement, par rapport à la portion. C'était juste pour illustrer, effectivement. Mais si aussi ce qui est à côté, sur la partie de droite, là, vous voyez bien la différence. 100 grammes de steak, c'est 350 grammes de lentilles. Le tableau de gauche, les aliments du bas ne sont pas... Vous pouvez parler dans le micro pour que les gens à distance entendent vos remarques, sinon on n'y arrive pas. Oui, pardon. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Non, je ne faisais aucun reproche parce que de toute façon, après, vous avez immédiatement corrigé en parlant des aliments qui on est tout à fait d'accord. C'est uniquement ce tableau. Mais ce tableau n'a pas de validité scientifique puisque des légumes secs en matière sèche, nous ne les mangeons pas, donc ce ne sont pas des aliments. On ne devrait pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais il n'a pas de valeur pour une diététicienne. Mais en termes de scientifique, il est tout à fait valable. Dans les produits animaux, il y a de l'eau aussi. Et là, vous ne la voyez pas non plus. Oui, c'est exactement pour ça. Non, il y a plus de 50% d'eau dans les produits animaux. Voilà, c'est exprimé en fonction de la matière sèche. C'est pour pouvoir comparer, parce que sinon, on ne peut pas comparer. Dans le lait, il y a quasiment que de l'eau. Donc, si...
Enfin, ce débat-là, il pourrait revenir à la question des portions qui pourraient être traitées autre part. Et je pense que c'est vraiment une question tout à fait fondamentale. Alors, avant de revenir aux questions des gens qui sont à distance, je crois qu'il y avait Bernard devant qui avait levé la main. Et puis après, je prendrai quelques questions à distance, sous réserve qu'elles ne soient pas déjà traitées, bien évidemment. Bernard. Oui, j'avais deux points. Le premier... vous n'avez pas du tout évoqué les effets sur le microbiote. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Car les profils, enfin disons le microbiome n'est pas le même avec les aliments animaux et les aliments végétaux. Donc ça fait partie aussi de la qualité nutritionnelle, les effets de ce qu'on mange sur le microbiote. Alors, si vous pouviez répondre ou dire quelque chose là-dessus, ça c'est mon premier point. Le deuxième, c'est que vous n'avez pas évoqué non plus les conséquences pathogènes d'un certain nombre de produits végétaux chez certain nombre d'individus sensibles. Par exemple, le syndrome de l'intestin irritable ou autre, qui sont aussi, à mon sens, des facteurs limitants potentiels d'une alimentation végétalisée ou ultra-végétalisée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas accessible dans des conditions saines et supportables à beaucoup d'individus. Le syndrome d'intestin irritable affecte quand même une partie non négligeable de la population. Voilà, merci de vos réponses. Alors, avant que vous répondiez l'un et l'autre, je vais recouper ça avec une question qui est arrivée à distance sur la digestibilité des fibres entre le cru et le cuit. Alors, ce n'est pas la même question, mais enfin, je pense que vous pouvez traiter ces aspects-là tous les deux de manière groupée. Alors peut-être Didier, pendant que tu as le micro, et je vais nettoyer le mien pour Catherine. Je vais commencer effectivement pour les... Bon, moi j'ai traité que l'aspect protéines, hein, donc effectivement je n'ai pas fait trop de débordements, sauf un petit peu à la fin. On peut imaginer effectivement que, par exemple, les protéines végétales moins digestibles, donc si elles sont moins digestibles, il y a forcément plus de protéines alimentaires qui vont arriver dans le côlon et que ça peut impacter la composition du microbiote intestinal. Il y a des travaux à l'heure actuelle dans ce domaine. Je pense, à l'heure actuelle, je ne sais pas si on peut apporter vraiment de conclusions, mais il y a de la recherche dans ce domaine. Après, que les produits végétaux impactent le microbiote, ça paraît assez intuitif, en tout cas évident, parce que par l'apport en fibres, forcément, hein, tout ce qui n'est pas digéré en amont va être digéré à l'aval, et donc ça va forcément avoir un impact très important sur la composition du microbiote. Ça, je pense que c'est assez clair. Alors peut-être sur la fraction protéique, ce qu'on pourrait dire, c'est parce qu'il y a quand même le gluten, mais et donc l'association potentielle entre le gluten et les inconforts digestifs. Bon, là, il y a encore des choses à éclaircir, hein, je pense. Il y a là aussi, dans ce domaine-là, je pense qu'il y a pas mal de travaux de recherche qui sont en route. Quand c'est vraiment de l'allergie ou de la maladie cœliaque, on sait bien, il n'y a pas de souci. Pour le reste, tout ce qui est un peu plus... dans une pathologie un peu plus mouvante, je pense que c'est un peu encore délicat. Mais c'est vrai que par contre, dans la plupart des produits qui sont développés en termes de substituts, on va trouver assez souvent en fait la base gluten parce que c'est quelque chose qui est très disponible et très facile à utiliser. Donc peut-être attention aussi de ce côté-là. Merci. Catherine, tu veux compléter ? Oui, juste quelques mots. Oui, enfin, j'ai pas mentionné spécifique. J'ai mentionné juste au début les fibres alimentaires qui sont l'aliment du microbiote. Et donc, essentiellement. Après, on arrive sur des choses qui sont sur des fronts de sciences. Par exemple, ma collègue et les collègues aussi de Clermont-Ferrand, on travaille en ce moment sur l'impact des polyphénols dans le tube digestif bas, savoir comment ils sont fermentés, comment ils influencent la fermentation des fibres et comment ils vont être ou non absorbés, comment ils deviennent biodisponibles à cet endroit-là. Donc il y a des choses. Ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que oui, le microbiote
va être influencé par ce que vous allez consommer en termes de végétaux, mais le microbiote va aussi s'adapter. Et c'est le cas en particulier sur pas mal de consommation de légumineuses, où on voit que cet inconfort digestif, c'est les gens qui ne mangent pas régulièrement de légumineuses, qui vont être très, très sensibles aux oligosides et un certain nombre de fibres solubles qui sont très, très fermentescibles et qui produisent des gaz. Mais c'est des choses auxquelles le microbiote, finalement, peut lui aussi s'adapter. Et cru ou cuit? Cru ou cuit? Alors moi, je dirais que cru ou cuit, la question, c'est pas tellement celle des fibres, qui sont de toute façon dégradées dans le tube digestif bas. Et les bactéries, elles s'en fichent un peu que ce soit cru ou cuit. Cru ou cuit, ce qui se passe, c'est que dans un produit cru, les cellules sont encore intactes, et donc elles peuvent traverser votre tube digestif jusqu'au tube digestif bas sans que ce qu'il y a dedans devienne bio-accessible. Donc on voit ça très bien, par exemple, il y a des travaux qui ont été très bien faits par les gens de Californie sur les amandes, où les amandes en morceaux, en fait, ne sont digérées que sur la surface et les lipides des amandes ne sont pas biodisponibles. Et on voit, alors les caroténoïdes, c'est cet exemple-là, c'est encapsulé dans cette paroi hydrophile. Et on voit même ces effets sur les sucres, par exemple, qui sont pourtant éminemment solubles. Donc on a un effet, en fait, du cru qui diminue la bioaccessibilité. Alors, on a reçu plusieurs questions sur la cuisson en général, alors je vais les regrouper. Il y a, est-ce qu'il y a un intérêt de la cuisson sous vide, notamment pour le maintien de la concentration en vitamine C, l'impact de la cuisson basse température, alors je cite inférieur à 90 degrés et sans eau, et la cuisson vapeur avec une cocotte minute. Je me souviens du slogan d'un célèbre fabricant qui vantait justement ce type de cuisson pour préserver un certain nombre de micronutriments, même si à l'époque on ne parlait pas de micronutriments. Tu peux faire un commentaire sur ces différents modes de cuisson? Oui. Alors moi je dirais qu'en règle générale, toute cuisson qui évite le contact avec l'eau est bénéfique pour les vitamines les plus solubles dans l'eau. Donc on permet une meilleure conservation, que ce soit à la vapeur, que ce soit sous vide, parce que sous vide c'est emballé en fait. Donc ça, il y a cet effet. Après, il faut quand même prendre en compte l'effet de la durée. Ce qu'on a observé, c'est que les pertes en vitamine C, finalement, elles changent assez peu avec la température. 70, 80, 90, on a exactement les mêmes cinétiques, parce qu'il y a moins d'oxygène, enfin, il y a des raisons chimiques derrière. Donc pour la vitamine C, cuire à 90, c'est mieux, parce qu'on va cuire moins longtemps aussi. Et baisser trop la température, en particulier sur des produits végétaux, vous allez très vite rencontrer des problèmes microbiologiques, en fait, avec des choses qui résistent à 50, qui ne sont pas négligeables à prendre en compte. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Alors, j'ai une question peut-être plus pour Didier, mais Catherine, tu pourras répondre aussi. Alors, sur des niches, les qualités nutritionnelles des algues et des insectes et les risques nutritionnels. Alors je cite, métaux lourds, allergénicité, point d'interrogation, point de suspension. Je pense qu'il y a les points d'interrogation se justifient, mais je vais te laisser répondre. Oui, il y a beaucoup de travaux sur les algues et les insectes, notamment en raison de là aussi de leur apport possible en protéines pour notre alimentation. Ce qu'on sait globalement, c'est que quand on regarde l'aspect qualitatif, donc la composition des protéines qui sont présentes à la fois dans les insectes et dans les algues sont plutôt favorables. C'est plutôt des protéines qui sont plutôt bien équilibrées d'une manière générale. Ça va dépendre parce que la famille des insectes, elle est forcément très large. Il y a différents stades en plus, etc. Donc il faut regarder ça d'un peu plus près, mais c'est plutôt favorable. Sur les algues, c'est un petit peu la même chose. Finalement, on a des compositions d'acides aminés qui sont pas trop mal. Le gros problème à l'heure actuelle, et ceux pour lesquels on n'a pas suffisamment de données, c'est la digestibilité. Effectivement, sur les algues, on va retrouver aussi des problèmes potentiels de digestibilité parce que là, on va avoir un effet matrice important avec des structures qui sont difficiles à digérer. Sur les insectes, c'est potentiellement la même chose. Donc on voit que cet aspect-là est encore un sujet de recherche assez important. Après, sur l'allergénicité, et je ne sais plus l'autre point, c'est plus trop mon domaine de compétence. Les métaux lourds. Ouais, les métaux lourds, c'est pareil, c'est plus trop mon domaine de compétence. Alors, Catherine, oui, tu veux compléter? Oui, je compléterai sur les algues, alors en particulier les macro-algues. La question qui va se poser, c'est très vite celle de l'iode. Oui, qui est un sujet
important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant que je continue? Oui, madame. Donc, je vais repasser mon micro. Oui, par rapport à votre remarque tout à l'heure sur les fruits à coque, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour comparer digestibilité ou absorption et peut-être de protéines ou d'autres nutriments entre le fruit à coque qu'on mâche, naturel, et ce qu'on appelle les purées d'amandes, purées de sésame, qui sont les fruits broyés industriellement et vendus en pot et qu'on consomme à la cuillère? Il faudrait se poser la question de la taille des particules, en fait. Est-ce que vous êtes arrivé en dessous de la taille des cellules ou pas? Et je veux dire que c'est des produits que je ne connais pas et je ne sais pas jusqu'où on va en termes de broyage. Parce qu'a priori, on pense que sur ces produits-là, ce qui est limitant, c'est vraiment le fait qu'on ait des produits lipidiques encapsulés dans une paroi hydrophile et les enzymes n'arrivent pas. Ils n'arrivent juste pas. Du coup, je vais reprendre un micro. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Moi, j'en ai encore quelques-unes. Le jus d'orange vendu frais ou en brique longue conservation par rapport à la teneur en vitamine C. Alors, la personne dit la teneur en vitamine C diminue drastiquement dans la demi-heure suivant le pressage du fruit. Qu'en est-il sur le jus vendu frais ou en brique longue conservation? Alors, le jus d'orange est traité thermiquement dans les 30 secondes à 1 minute, enfin le jus d'orange industriel, est traité thermiquement dans les 30 secondes à 1 minute après le pressage, parce que sinon, en plus, non seulement il y a des questions sur la vitamine C, mais il y a aussi des questions sur l'aspect, c'est-à-dire qu'il déphase. Il y a beaucoup de PME et ça précipite, c'est pas joli, c'est pas comme ça qu'on veut du jus d'orange. Donc il n'y a pas de problème de conservation dans ce genre d'échelle de temps. Par contre, dans les boîtes, enfin dans les bouteilles, il y a des questions qui se posent sur les oxydations lentes, qui sont non pas des oxydations enzymatiques, mais des oxydations chimiques, avec la question à la fois du volume d'air au-dessus du jus et la perméabilité de la bouteille. Et là, on parle plutôt de choses qui sont de l'ordre de quelques mois. Merci. Alors, il y a une autre question que j'essaie d'interpréter. La conclusion, alors je vous le lis in extenso, la conclusion, donc ça c'est plutôt pour Didier, est que la biodisponibilité et la digestibilité des légumineuses rustiques, alors je ne sais pas ce qui se cache derrière ça, sont de meilleure qualité pour les personnes âgées. Non. La conclusion, c'est de dire qu'en fait, même quand on a des facteurs antinutritionnels, finalement, avec les traitements culinaires, même là en l'occurrence c'est juste des traitements culinaires, du trempage et de chauffage, on arrive à contourner la problématique. Donc voilà, et que finalement on obtient quand même des assez bonnes digestibilités. La conclusion elle est là. Après effectivement, comme on a un produit qui est très digestible finalement, 90%, c'est 91, 94, c'est quand même pas mal. Effectivement, les personnes âgées peuvent les consommer. À partir du moment où voilà, les produits antinutritionnels sont désactivés, il n'y a pas trop de problème. Ils sont quand même assez riches aussi en polyphénols. Alors les polyphénols, c'est toujours le débat. Ils sont bons d'un côté pour la santé, mais peut-être pour les protéines, ils ne sont pas toujours très bons. On a fait beaucoup d'études là-dessus et qui montrent aussi que ça dépend comment on les donne, etc. Bon, donc... faut faire la part des choses. Alors, dans le même sens, et Catherine pourra compléter, j'ai justement une question sur les techniques de trempage ou de cuisson ne font-ils pas perdre leur qualité nutritionnelle? J'aurais plutôt tendance à dire c'est le contraire, si j'ai bien compris. Ça peut être des effets opposés, mais Catherine a surtout traité des fruits et légumes, peut-être pas forcément des graines de légumineuses. Et pour les graines de légumineuses qui sont potentiellement riches en facteurs antinutritionnels, c'est plutôt bénéfique. Après, peut-être pour la cuisson des légumes, c'est plutôt dommageable parce qu'effectivement, on a de la perte de molécules d'intérêt. Je pense que c'est... Catherine ? Il faut bien se rendre compte que les légumes secs, en fait, c'est pas cuit dans beaucoup d'eau. En général, c'est trempé avec à peu près ce qu'il faut et c'est cuit. Enfin, c'est aussi l'attente, en fait, en termes sensoriels.
Les légumes secs, on les fait cuire et finalement l'eau est quasiment entièrement absorbée et on n'a pas l'équivalent d'un jus de couverture. On a une espèce de liquide visqueux, riche en amidon, riche en goût, etc., qui là du coup est consommé par le mangeur. Alors moi j'avais une question aussi quand j'ai entendu Didier dire qu'il fallait consommer entre 10 et 25% de plus de produits finalement. Est-ce qu'on a une mesure, alors tu peux ne pas avoir la réponse bien évidemment, mais est-ce qu'on a une mesure de l'impact environnemental de cette surconsommation en masse, ou est-ce que finalement alors la perte, si on parle d'une perte, est compensée par autre chose au niveau de la production de produits animaux dont on sait, alors il y a plein de chiffres qui circulent, qui sont remis en cause, mais que l'efficience de l'élevage, en tout cas de certains types d'élevage, n'est pas toujours optimale. On a une idée là-dessus ou pas du tout ? Il n'y a pas eu de travaux vraiment pour essayer d'évaluer ça. Effectivement, il faut consommer un peu plus. Après, comme tu le disais, il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle sur l'efficience de conversion des protéines des systèmes d'élevage, avec des différences très importantes entre les produits ruminants et les produits qui viennent des monogastriques. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait une étude qui permette de conclure vraiment, mais on voit finalement... c'est pareil aussi au niveau des productions animales. Finalement, les animaux, quand on leur fait consommer des résidus alimentaires, que ce soit les résidus de l'agro-industrie, finalement, ils ne sont pas compétiteurs avec nous. Donc, ils sont producteurs nets, de même que les ruminants. S'ils sont que à l'herbe, ils sont producteurs nets de protéines. Ils ne sont pas du tout en compétition avec nous. Donc, si on voit tout ça, effectivement, et si on va vers des systèmes de production animale qui sont vertueux, effectivement, cette surconsommation de produits végétaux, cette légère augmentation de la consommation de produits végétaux pour couvrir les besoins, voilà, je sais pas, il faut vraiment faire une cartographie bien précise parce que pour moi, et aussi ça dépend, ce que je disais, il faut manger 10 à 25% de plus de protéines végétales, ça dépend beaucoup du type de protéines qu'on va manger en substitution des produits animaux là aussi. Donc le bilan global, je sais pas, à mon avis, il n'a pas encore été fait. Mais ça vaut le coup de faire. Et puis le bilan global, en tenant en compte ce qu'est l'agroécologie et la nécessité de bouclage des cycles, où on voit que dans beaucoup de cas, on a besoin des animaux pour le recyclage de l'azote. C'est là aussi, on est vraiment encore sur un front de science traité par nos collègues agronomes. Non, mais personnellement, je ne suis pas surpris de vos réponses, mais je pense que pour l'éditoire, c'est important d'éclairer ça, parce qu'effectivement, on a encore beaucoup de choses à démontrer, à calculer, à évaluer. Et les discours un peu raccourcis peuvent être un peu saisissants dans un certain nombre de cas. Alors Catherine, moi j'ai compris au début de ton exposé que le principal levier c'était la sélection variétale, même si toutes les autres étapes que tu as montrées sont importantes. Est-ce qu'on a des données sur l'impact des conditions alors pédoclimatique, mais peut-être sur les sols, parce qu'on a quand même beaucoup de questions qui se posent maintenant sur l'état des sols. J'ai encore vu ça il n'y a pas très longtemps. Est-ce que la sélection variétale est capable de gommer tout ou partie de tout le reste, ou est-ce qu'il faut considérer vraiment toutes les étapes et que la sélection variétale, même si c'est un levier majeur, ça n'est qu'un levier parmi d'autres ? Alors, là, la question, elle est compliquée parce qu'il y a plusieurs réponses qui se déroulent. Parce que aller du sol jusqu'à la qualité nutritionnelle, c'est pas si évident que ça. Alors, il faut bien se rendre compte aussi qu'en termes de sélection variétale, ce qu'on voit dans les programmes actuels, il y a quand même un très fort, beaucoup de travail qui sont faits sur la résistance au stress biotique et abiotique. Donc quand on parle de stress abiotique, c'est la sécheresse, la chaleur, etc. Et c'est là où on va aller vers le sol, mais on va aller vers le sol finalement plus comme substrat, plus ou moins sec, plus ou moins riche en azote, etc. Alors, quand on parle de fertilisation azotée, globalement, la réponse c'est que plus il y a d'azote apporté au sol, plus il y en aura dans les fruits et légumes, mais finalement on parle de quelque chose qui est quasiment anecdotique en termes d'apport protéique. Donc ça n'a pas une grande influence.
Après, la question de la qualité des sols, du carbone dans le sol, etc., ça, franchement, je ne saurais pas répondre, hein. C'est vraiment une question complexe. Et c'est probablement front de science aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Moi, j'en ai encore une. Et sinon, on terminera un peu en avance parce que j'ai plus de matière. Alors, il n'y a pas de main qui se lève. Ma question, alors elle peut vous paraître décalée, mais c'est pas très grave. Il y a d'un côté un débat sur ce que certains appellent les AUT. Alors, on pourrait discuter longuement de la terminologie qu'il y a derrière. Et puis, à côté de ça, on a une demande de végétalisation de l'alimentation, avec tout ce que vous avez montré. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie, justement, à essayer de faire des copies de produits animaux plutôt que consommer des produits végétaux? Après tout, manger une assiette de lentilles, est-ce que c'est vraiment un problème? Plutôt que des copies? Oui, c'est ce que je voulais aborder tout à l'heure un petit peu. Et effectivement, on peut très bien constituer son assiette végétale avec des produits bruts, avec des légumineuses, etc., des céréales, etc. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est effectivement, pour assurer la transition, je pense que si on veut aller vers ça, il ne faut pas trop bousculer trop rapidement les habitudes des consommateurs, quoi. Et ça, c'est voilà, c'est ce qui justifie un petit peu la place de ces produits-là. Alors peut-être c'est que transitoire, après, voilà, mais je pense que c'est quand même un outil qui peut être intéressant. Et la qualité nutritionnelle de ces produits, finalement, mis à part le fait qu'il y a la problématique des produits ultra transformés, je pense qu'elle n'est pas si mal que ça et qu'elle peut être améliorable. Après, il faut voir que à l'heure actuelle, ces produits sont développés avec comme objectif majeur d'être bons. Hein, c'est la qualité organoleptique. S'ils veulent séduire des consommateurs, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, il faut une rentabilité économique. La qualité nutritionnelle, elle a toujours été dans les maillons terminaux. Je ne suis pas intervenu tout à l'heure sur la sélection génétique, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de sélection génétique sur la qualité nutritionnelle pour l'homme des produits. C'est pour des gains de productivité au niveau de la production des graines, ou à la limite de l'adaptabilité aux procédés de transformation qui sont appliqués derrière, mais jamais pour la qualité en termes de nutrition humaine. Catherine? Oui, je suis tout à fait d'accord, hein. La sélection génétique, c'est d'abord le rendement, la résistance, les facteurs agronomiques. Quand on a le temps, on s'occupe un peu de qualité nutritionnelle. Il y a eu des programmes au début des années 2000, mais ils ont été très vite rattrapés par le changement climatique et l'évolution des systèmes de culture. Donc on est repassé sur des trucs beaucoup plus classiques. Après, alors si tu veux me rappeler ta question, parce que ça m'avait fait penser à quelque chose. Ma question, c'était sur la perception et la demande du consommateur sur plus de végétal qui ressemble à des produits animaux, et en même temps un débat, je vais l'appeler comme ça, sur l'ultra-transformation dont on pourrait discuter longuement, et ce serait un autre sujet. Il y a eu des projets dans le cadre du Carnot Caliment par nos collègues de Dijon et peut-être avec vous, je crois, sur pourquoi les gens ne consomment pas plus de légumineuses, et en particulier les Français, qui sont parmi ceux qui en mangent le moins au monde. Et en fait, alors on leur a posé les questions, et on a essayé de les faire de façon implicite aussi, pour non pas l'exprimer, mais vraiment ce qu'ils font. Et donc, quand on leur pose les questions, en fait, les gens ne se plaignent pas tellement de l'inconfort digestif, ils trouvent juste que c'est vraiment pas pratique à préparer. Et il y a des boîtes, c'est plus vite fait. Et en fait, d'un point de vue implicite, le facteur limitant, c'est ce que vient de dire Didier, c'est-à-dire que dans l'imaginaire français, les lentilles, ça se mange avec des saucisses. Voilà. Et donc, on ne mange pas de lentilles sans saucisses. Et c'est la même chose pour toutes les légumineuses, c'est un accompagnement, c'est considéré comme un légume et donc un accompagnement d'un produit carné. Et ça, c'est dans la tête du consommateur, c'est vraiment un aspect plus sociologique de coutume, quoi, qu'autre chose. Bien, alors je crois que s'il n'y a pas d'autres questions... Habituellement, manger des saucisses avec des lentilles ou un cassoulet, c'est non seulement traditionnel, mais en même temps, ça a une qualité nutritionnelle tout à fait presque optimale, puisque ça mélange des protéines végétales et des protéines animales. Et d'ailleurs,
Je rappelais que le Nutri-Score ne les classe pas en D ou en E, si mes souvenirs sont exacts, soit plutôt être en C, même si on peut critiquer le Nutri-Score. Notamment, vous avez évoqué les 5 fruits et légumes. Quand on vous a écouté, on se dit oui, mais quels fruits et quels légumes? Parce que tout de même, c'est un slogan qui cache une hétérogénéité à la fois dans les comportements et dans les choix des différentes personnes, qui rendent finalement l'injonction ou le conseil assez aléatoire, quoi. Excusez-moi, je suis un peu provocateur. Mais... Alors, le cassoulet, je pense que ça dépend combien vous mettez de confit de canard dedans, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, 5 fruits et légumes par jour, et j'ai bien dit 5 fruits et légumes variés. Alors, quand on va voir les recommandations actuelles, on vous dira plutôt 2 fruits et 3 légumes. Oui, mais selon que vous mangez des fraises ou des pommes ou des oranges, c'est 5 portions de 80 grammes pour arriver à un minimum de 400 grammes par jour. Et je crois que les recommandations OMS, c'est entre 400 grammes et 800 grammes en fait. Donc c'est des grosses portions. Hein. Et ça a un prix. Bon, et en dehors. Alors non. Les fraises, oui. Oui, les fraises, oui. Mais il n'y a pas que des fraises dans la vie. Si vous achetez il y a des tas de fruits et de légumes qui sont pas si chers que ça. Il suffit d'aller voir dans le supermarché. Il y en a qui sont... la plupart sont en dessous de 5 € le kilo. C'est moins cher que des yaourts. Et donc, je veux dire, bon, des pommes, des carottes, les légumes classiques, les choux qu'on voit arriver maintenant. Non, les légumes de saison qui sont en général moins chers que les légumes hors saison. Les légumes surgelés et en conserve, qui sont aussi en général bon marché. Il y a largement de quoi manger les fameux 5 fruits et légumes de façon pratique et finalement pas si cher que ça. Le truc, c'est qu'effectivement, ça apporte beaucoup d'eau et peu d'énergie et on voit que les gens qui ont peu de moyens vont plutôt aller vers des aliments plus denses en énergie que des fruits et des légumes. Non, mais je suis bien d'accord, là. Il n'y a pas de problème. Je voulais simplement dire que il y a fruits et fruits, légumes et fruits et légumes en fonction de tout ce que vous avez montré et que ça ne peut pas se généraliser comme ça, quoi. Ceci dit, c'est bien de manger des fruits et légumes, hein, je suis pas contre. Oui, je crois que le débat du prix pourrait être un long débat aussi. Alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle, je vois plus de mains qui se lèvent, je vous propose qu'on conclue ici. On est un petit peu en avance, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on peut remercier à la fois nos deux orateurs et pour leur présentation et pour les réponses complètes aux questions, et puis tous les participants, que ce soit ici au siège du Fonds français ou à distance, puisqu'il y avait quand même beaucoup de monde connecté, et j'espère qu'on a pu prendre en ligne toutes vos questions et y répondre au mieux pour cette séquence donc sur le volet végétal complémentaire au volet animal qui avait été traité il y a quelques semaines. Voilà, donc merci à tous et puis bonne fin de journée. Vous pourrez retrouver bien sûr tout ça sur le site du FFAS. Je regarde nos collègues du FFAS qui hochent de la tête dans le bon sens. Donc tout sera en ligne prochainement sur le site. Merci à tous, bonne fin de journée.